je suis Marie Zins, je suis médecin épidémiologiste, responsable de la plateforme de recherche Cohorte en population au sein du Centre de recherche en épidémiologie santé de population à Villejuif, qui est une équipe qui est mixte entre l'Université à Versailles-Saint-Quentin et l'INSERM. Le projet que je vais vous présenter, la cohorte Constance, est mis en place en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, avec le soutien de la Direction générale de la santé. CES, c'est Centre d'examen de santé de la sécurité sociale. Donc, je m'appelle Marie Zins, moi je suis médecin épidémiologiste et je dirige la plateforme de recherche cohorte épidémiologique en population, qui est une équipe qui est insérée dans le Centre de recherche en épidémiologie santé des populations de Villejuif. Alors c'est un projet qui est porté par l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'INSERM, et nous mettons ça en partenariat, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, j'ai un petit peu regardé quelles avaient été les présentations qui vous avaient été faites jusqu'à maintenant, enfin les conférences. Et dans la première, il y avait toute une définition de ce que c'était que les cohortes. Et je me suis dit que pour vous présenter Constance, et peut-être pour mieux comprendre, je voulais un petit peu revenir sur ce premier cours et vous reparler qu'il y avait, grosso modo, il y a quand même deux types de cohortes. Si on veut regarder un petit peu de façon générale, on peut considérer des cohortes qui sont dites spécialisées et qui sont mises en place pour répondre à une question vraiment spécifique de recherche. Et ces cohortes, eh bien, ce sont vous avez l'exemple par exemple de la cohorte de Framingham qui a été mise en place pour travailler sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez eu l'exemple aussi de la cohorte 3N qui a été mise en place pour travailler sur les facteurs de risque des cancers, enfin, alimentation et cancer. Et puis on avait parlé aussi de l'étude prospective parisienne en France, qui était mise aussi pour travailler sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc sur des cohortes qui sont plutôt d'effectifs assez restreints, c'est des sujets qui sont sélectionnés selon des caractéristiques particulières. Et à côté de ces cohortes spécialisées, vous avez d'autres cohortes qui sont des cohortes dites généralistes parce qu'elles ne sont pas mises en place pour répondre à une question scientifique spécifique. Et dans ce cadre de cohorte, vous avez plutôt des cohortes qui sont mises en population générale, qui sont à ce moment-là des cohortes de grande taille, qui couvrent de larges problèmes de santé et avec des données relativement superficielles. Alors si on regarde un petit peu en France ou à l'étranger, quelles sont les grandes cohortes prospectives? Donc on vous a déjà parlé des cohortes de Framingham, des cohortes des médecins anglais. Et puis, quand vous regardez les effectifs, on arrive ici à des cohortes qui sont très très importantes en nombre de personnes. Avec UK Biobank, 500 000 personnes. Les cohortes de naissance norvégiennes, là c'est 100 000 enfants, 100 000 femmes et 70 000 pères. On arrive à des effectifs beaucoup plus importants. Et là, ce sont vraiment des cohortes généralistes. Elles sont faites pour répondre à beaucoup de questions. Elles sont faites pour que des chercheurs puissent travailler sur ces bases de données et développer eux-mêmes leur propre spécificité de recherche. Donc des effectifs qui sont très importants. Et actuellement en Europe, il se met en place des cohortes avec des effectifs 300 000, 500 000 personnes. En France, quand on regarde un petit peu les cohortes qui sont mises en place ou qui ont mis en place, on voit, la première cohorte française, c'est 1967, donc déjà, je pense qu'on vous en avait déjà parlé. Et puis, l'étude de 3N qu'on vous a présentée, et puis une cohorte qui est très généraliste en France, c'est la cohorte Gazelle, 20 000 personnes qui travaillent au EDF, GDF, qui a été mise en place pour être ouverte à la communauté des chercheurs, c'est-à-dire pour que les chercheurs puissent eux-mêmes développer leur propre thématique de recherche à partir des données qui ont été collectées et avec la possibilité de recueillir des données supplémentaires auprès des volontaires. Donc les cohortes en France, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat? Des cohortes relativement récentes avec des effectifs restreints et pourtant une forte demande des institutions, des ministères pour qu'il soit mis en place une grosse cohorte généraliste pour contribuer à la production de connaissances sur la santé de la population, à la recherche et à la surveillance, avec une cohorte de très grande taille, diversifiée en matière d'âge et de catégories sociales et ouverte à la communauté des chercheurs. Et est venue avec cette idée de créer des énormes bases de données, qu'en fait, ces données ressemblent à ce qu'on voit dans d'autres
dans d'autres cultures de scientifiques, comme par exemple ceux qui travaillent sur des microscopes électroniques ou des télescopes, que les cohortes deviennent, en fait, ne sont plus que des petits recueils de données, mais de véritables infrastructures de recherche. Et ces notions d'infrastructure, de mettre en place des infrastructures, de reconnaître que ces grandes cohortes sont des véritables infrastructures de recherche, sont reprises dans la littérature, avec un article vraiment important dans notre thématique, dans le Lancet, qui a été publié en 2011, qui reprend vraiment cette nécessité de mettre en place des très grandes infrastructures, des très grandes cohortes, qui soient ouvertes à la communauté des chercheurs. Et tout ça, toute cette ouverture, ce partage de données est vraiment appuyé par les financeurs, parce que comme ces cohortes, et vous l'avez déjà vu dans les séminaires précédents, ces cohortes coûtent très cher, et pour que ça puisse vraiment avoir un impact sur la recherche, il faut qu'on puisse partager les données et ouvrir les cohortes. Donc c'est dans ce cadre un petit peu là qu'a été mis en place la cohorte Constance, et qui est une véritable infrastructure de recherche, c'est-à-dire qu'elle est mise en place pour pouvoir être ouverte à la communauté des chercheurs. Donc je vais vous présenter le projet scientifique, et puis comme c'est une infrastructure, eh bien on va devoir, c'est pas notre projet, on va devoir mettre en place des contrôles de qualité et de validation des données qu'il faut qu'on puisse montrer à la population des chercheurs, puisqu'on veut ouvrir notre base, il faut que les chercheurs soient vraiment sûrs de la qualité des données s'ils veulent travailler sur notre base. Donc je vais vous présenter tout ce que les contrôles de qualité qu'on a mis sur le projet, les développements scientifiques et technologiques qu'on va développer dans le projet, comment est-ce qu'on va gérer l'ouverture, parce que ce n'est pas le tout de mettre en place une très grosse base de données, comment est-ce qu'on va gérer l'ouverture auprès de la communauté scientifique, comment est-ce qu'on pense valoriser scientifiquement l'infrastructure, et comment on va en assurer le financement. Alors le projet scientifique. Constance est une cohorte en population qui a un double objectif, à la fois un objectif de recherche, mais aussi un objectif de décrire. Nous avons l'objectif de décrire la santé de la population. Alors, les objectifs autour de la recherche en épidémiologie, c'est principalement, donc c'est une cohorte généraliste, mais quand même on va la développer selon des thématiques générales aussi. On veut pouvoir travailler sur le vieillissement, les risques professionnels, les inégalités sociales de santé et la santé des femmes. Avec naturellement comme thématique, on va dire transversale, pouvoir travailler sur les maladies chroniques, les facteurs génétiques et les interactions gène-environnement. Donc voilà, on veut recueillir beaucoup de données sur un très grand nombre de personnes pour pouvoir répondre à des objectifs scientifiques déterminés autour de ces thèmes. Mais on a aussi la volonté de décrire la santé de la population. Alors là, quand on dit qu'on veut décrire la santé de la population, on doit tout de suite avoir l'idée, si on veut décrire la santé de la population sur un échantillon, ça veut dire, derrière, que l'échantillon, il doit être représentatif de la population. Et donc, on veut pouvoir décrire la santé de la population adulte et les parcours de prévention et de soins. D'accord ? Et en plus de ça, on a l'objectif de vouloir mettre en place une biobanque. Alors, quelle va être la structure sociodémographique de la cohorte ? Alors, tout d'abord, ça va être une cohorte de très grande taille. Notre objectif, c'est 200 000 personnes. Comment c'est possible ? C'est possible parce qu'on va s'appuyer, pour la mettre en place, sur des structures existantes. Et parmi ces structures existantes, on va s'appuyer sur les centres d'examen de santé de la Sécurité sociale. Il faut savoir que la Sécurité sociale gère environ 100 centres, et tous les affiliés au régime général ont le droit à aller tous les 5 ans dans ces centres pour bénéficier d'un examen de prévention. Donc notre idée, c'est d'inclure les personnes de Constance, c'est pour ça que ça s'appelle consultant, d'accord, des consultants des centres d'examen de santé, on va les inclure dans un des centres d'examen de santé. Nous avons travaillé avec 17 d'entre eux, on va voir pourquoi, mais notamment parce que tous ces centres ne sont pas égaux, ils n'ont pas tous l'habitude de travailler avec des chercheurs, et puis il y en a qui reçoivent beaucoup de patients et d'autres moins. Donc nous allons travailler avec les 17 centres, et il y a à peu près un centre par département, et toutes les personnes vivant dans ces départements, qui sont affiliées au régime général au sens large, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, ce sont les personnes qui sont affiliées à l'assurance maladie, mais également aux mutuelles, la MGEN, la LMDE, ne sont exclues que les personnes du régime social des indépendants et de la MSA.
Voilà, donc on veut construire un échantillon représentatif de la population affiliée au régime général donc de ces caisses-là, proportionnel par rapport à l'âge, au sexe et à la catégorie sociale. Donc les personnes qui sont, on aimerait avoir un échantillon d'adultes âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion, donc l'effectif est envisagé de 200 000 personnes avec une inclusion graduelle sur 5 ans. Donc les personnes qui sont susceptibles d'être incluses dans Constance sont celles qui vivent dans ces départements. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on voulait un échantillon représentatif. On a déjà vérifié que les personnes affiliées, susceptibles d'être volontaires de Constance, toutes les personnes qui habitent dans ces départements-là, ont les mêmes structures, les mêmes caractéristiques que celles de la population française pour l'âge, le sexe, les secteurs d'activité et la catégorie sociale. Donc voici une vue d'ensemble. Comment on va faire? Donc on veut un échantillon représentatif, on va tirer au sort. On va tirer au sort parmi tous les gens qui habitent dans les départements qu'on a vus, un échantillon. On va leur envoyer un courrier pour leur dire, ben voilà, on est en train de mettre en place une grande étude, l'étude Constance. Si vous êtes intéressé pour participer, veuillez renvoyer par le coupon réponse qui est dans l'enveloppe, dire que vous êtes d'accord à votre centre d'examen de santé. Le centre d'examen de santé, à ce moment-là, va inviter les personnes pour un bilan. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis donc là, ça sera l'inclusion. Et après ça, donc on va les suivre individuellement chaque année par des auto-questionnaires annuels. Et puis on va suivre également les personnes dans les grandes bases nationales, médico-administratives et administratives. Je vais y revenir. Et puis on suivra également leur mortalité dans le fichier national des causes de décès. Donc ça, c'est le schéma général. Si on vient un petit peu pour voir ce qu'on va faire, proposer lors de l'examen d'inclusion. Donc les personnes ont reçu leur courrier, leur présentant Constance, et ils vont dire au centre, ben c'est d'accord, moi je veux participer à Constance. À ce moment-là, les centres d'examen de santé vont les convoquer. Et dans cette première convocation, ils vont envoyer des premiers questionnaires. Et puis, ils vont leur dire, ben voilà, revenez tel jour. Donc, le jour dit, on recueille les questionnaires, on explique l'étude et on recueille le consentement. Et là, les personnes vont avoir un examen qui va être l'examen tel qu'il est fait de façon usuelle dans les centres d'examen de santé, une biométrie, un ECG, une tension artérielle, une spirométrie, un examen de l'audition et de la vision, des examens biologiques et un examen médical. Et puis, à cet examen, nous allons faire un examen spécifique à Constance, qui est un examen sur les bilans fonctionnels, physiques et cognitifs pour toutes les personnes âgées de 45 ans et plus. Et ce bilan cognitif et fonctionnel, on va faire une vitesse de marche, on va faire une force, on va mesurer la force des mains avec un dynamomètre, on va leur faire ce qu'on appelle un finger tapping test, et puis beaucoup d'examens des fonctions cognitives, des examens de mémoire. On va utiliser un test qui est très utilisé dans les centres mémoire qui s'appelle le test de Gruber et Buschke, qui est un test de mémoire avec des rappels différés, des rappels à 20 minutes. Et puis on va faire, il y a plein de tests comme ça. Ce test-là dure environ 1 heure. Et il va être fait par des neuropsychologues que nous avons nous-mêmes embauchés dans l'équipe et que nous avons nous-mêmes formés. Et en plus de ça, il va y avoir un questionnaire sur la santé des femmes et un questionnaire par interview sur les expositions professionnelles vie entière. C'est un de nos objectifs, travailler sur les risques professionnels. Et on va profiter de la prise de sang qui est faite pour l'examen biologique pour mettre en place une biobanque. Donc ça, c'est l'examen d'inclusion. Le suivi de volontaires. Donc on a dit tout à l'heure, un auto-questionnaire annuel à domicile, un examen tous les 5 ans, puisque tous les assurés du régime général ont le droit de bénéficier d'un examen tous les 5 ans, donc les volontaires de Constance aussi. Et puis, ça pourrait être plus fréquent également pour certaines catégories de personnes ou pour certains projets. Constance, ça va être ouverte à la communauté scientifique. Si certains chercheurs pensent qu'il faut avoir un suivi beaucoup plus rapproché des personnes dans le cadre de leur recherche, on pourra leur proposer de venir dans les centres de façon plus rapprochée. Et puis, donc, on va suivre les personnes dans les grandes bases de données nationales, par des extractions régulières de leurs données, des trajectoires socio-professionnelles dans les bases de données de l'assurance vieillesse, des données médico-administratives dans les bases de l'assurance maladie et des causes de décès. Juste vous dire quelques mots sur ces bases et quel type d'informations on va avoir. Vous savez, quand on met en place des recueils de données dans le cadre d'une cohorte,
il faut trouver tous les moyens possibles pour ne pas trop surcharger les personnes volontaires. Parce que si on leur demande trop de choses, après ça, ils ne participeront plus. En plus de ça, quand on veut mettre en place des recueils sur 200 000 personnes, il faut trouver le moyen d'automatiser un maximum notre recueil de données. Donc, d'où l'idée d'aller chercher dans les grandes bases de données nationales des informations qui peuvent nous être utiles. Et nous avons pensé nous sommes allés voir les gens de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, ils doivent à un moment donné, au moment de la retraite, pouvoir reconstituer toute votre trajectoire socio-professionnelle pour arriver à un moment donné pour pouvoir payer les pensions. Et donc, quelle que soit la vie, la trajectoire professionnelle, qu'on soit employé de maison, qu'on soit salarié au régime général, qu'on soit au chômage ou qu'on soit en maternité, toutes les informations de ces épisodes, que ce soit par la CNAM si on est en maladie, que par les DADS si on est salarié au régime général dans une entreprise, toutes les informations convergent dans un énorme fichier qui est le Système national de gestion des carrières, qui est géré par l'assurance vieillesse pour à un moment donné pouvoir calculer les pensions de retraite. Et ce qui est quand même ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros processus de validation des données, parce que s'il y a des erreurs, ça peut coûter très cher. Donc des fichiers qui sont très très bien tenus. Donc nous, qui voulons travailler dans le cadre des inégalités sociales de santé, qui voulons travailler sur les risques professionnels, nous allons pouvoir aller chercher pour chacun de nos individus qui sont rentrés dans Constance toutes les informations concernant les trajectoires socio-professionnelles. On peut les faire en prospectif, mais on peut aussi rattraper tout ce qui était en rétrospectif. Et avec également donc, ces données-là, mais aussi des données de revenus. Parce qu'il faut avoir des données de revenus aussi pour calculer les pensions. Donc, une base très très riche. En ce qui concerne les bases de données médico-administratives, alors vous êtes sans doute plus au courant peut-être de ces bases. Donc, on va aller chercher des données de nos volontaires dans une énorme base de données qui s'appelle le SNIRAM, qui est le Système national d'information interrégime d'assurance maladie. C'est une énorme base de données qui recueille à la fois des données dites de l'assurance maladie et des données du PMSI, des hôpitaux. Les données de l'assurance maladie qui comprennent à la fois des données médicalisées et des données non médicalisées. En ce qui concerne les données non médicalisées, ce sont toutes les consommations de soins qui ont été présentées au remboursement. Donc vous voyez, avec les prescripteurs, les exécutions, les exécutants, les actes et les médicaments. C'est-à-dire que dès qu'il y a n'importe quoi qui a été présenté au remboursement dans le cadre de votre santé, eh bien on le retrouve et c'est codé de façon extrêmement précise dans ces bases de données. On peut même avoir donc des informations sur le médecin généraliste ou le cardiologue, c'est nominatif au niveau des médecins. D'accord ? Donc on peut tout de suite dire, c'est intéressant, si on a des informations sur des consommations de soins sur le médecin prescripteur, on pourra peut-être retourner au médecin prescripteur pour avoir plus d'informations sur cette prescription. Donc, une base de données non médicalisée et médicalisée autour des affections longue durée, donc qui sont codées en classification internationale des maladies en type 10, et puis tout ce qui tourne autour des accidents du travail, maladies professionnelles. Et donc, on pourra aussi avoir des données au travers du PMSI sur les hospitalisations et les causes d'hospitalisation. Donc, une énorme base de données dans laquelle on pourra également suivre nos individus pour tout ce qui est consommation de soins. Un autre souci qu'on a, c'est le traçage des individus. Souvent, dans les cohortes, il y a pas mal de cohortes qui sont mises comme la cohorte 3N dans la MGEN, et Françoise Clavel, elle a les adresses par le système MGEN. Nous, on a une cohorte Gazelle, qui est mise en place, donc EDF, GDF, on a les fichiers, les adresses par l'entreprise. En population générale, c'est très compliqué, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui déménagent. Donc si on veut les suivre par questionnaire, ou si on veut les réinviter, ça devient vraiment compliqué. Alors il y a des solutions pour avoir leurs adresses, au travers, par exemple, les caisses d'allocation familiale, qui versent les prestations sociales. Pour les sujets salariés, on retrouve également leurs adresses au travers des déclarations des données sociales. Pour les retraités, il y a les CRAM. Et puis, il y a aussi la Poste, parce que quand vous déménagez et que vous
informer la Poste de votre déménagement, vous leur donnez également des informations sur votre nouvelle adresse, eh bien la Poste enregistre tous ces changements d'adresse. Et donc nous avons une convention avec la Poste pour qu'elle nous envoie les adresses des gens au fur et à mesure qui déménagent. Mais on ne peut pas faire tout ça si on n'a pas le consentement des personnes. Parce que vous voyez que là, ça commence à être un petit peu compliqué. On a des données d'examen de santé, des données de biologie, des données génétiques, des données issues des bases nationales de santé et d'assurance vieillesse, et on a leur adresse. Donc il va falloir expliquer tout ça aux personnes et recueillir un consentement qui est très précis. Et comme vous voyez donc, sur cette partie du consentement, je ne vous ai pas mis sur les diapos toutes les notices. On essaye d'informer au mieux les personnes de ce qui va arriver. Donc on a un consentement qui commence à dire « j'accepte la transmission des données concernant mon bilan de santé ». Ils sont là, il y a le bilan de santé. Est-ce qu'au moins vous acceptez que votre bilan de santé, les résultats soient transmis à l'équipe de chercheurs? Oui ou non? Si c'est non, eh ben, ils ne sont pas inclus. Si c'est oui, après ça, on leur propose différents types qui nous signent pour différents types de suivi. Le premier, c'est j'accepte le recueil des données me concernant auprès des caisses d'assurance maladie, et on doit décrire consommation de médicaments et actes de laboratoire, consultation de médecins et autres professionnels de santé, les données des hôpitaux et des professionnels de santé. Oui ou non? La même chose, l'équivalent pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà, j'accepte la transmission des données concernant mes événements professionnels, situation de salarié, chômage, période assimilée. Donc ça, oui ou non. J'accepte qu'en cas de déménagement, la transmission par la Poste du suivi de mon adresse. Et puis aussi, et on y reviendra tout à l'heure, j'accepte d'être contacté par téléphone par un médecin de l'équipe Constance pour fournir en cas de besoin des informations complémentaires sur mon état de santé. Parce qu'on n'en a pas assez. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc, à chaque fois, la personne peut refuser ou accepter le suivi dans les grandes bases. Alors, si on revient un petit peu aux principales données qui sont recueillies pendant, ne serait-ce que l'inclusion. Alors, il y a énormément de données parce que le questionnaire, il est vraiment comme ça. Il y a des données sur les caractéristiques sociodémocratiques, statut et situation sociale. Un de nos objectifs, c'est de travailler sur les inégalités sociales de santé. Donc, il y a beaucoup d'informations autour de la sphère sociale, que ce soit des situations d'activité professionnelle, des questions sur les événements de vie, sur les réseaux de sociabilité, sur les soutiens psychologiques, sur les modes de couverture sociale, sur les questions sur le handicap. Beaucoup de questions. Des questions naturellement sur les comportements. Alcool, tabac. Habitudes alimentaires, je ne dis pas nutrition, parce que vous avez vu, le questionnaire de 3N, c'est très très lourd les questionnaires de nutrition, et pour le moment, on n'en a pas, on y réfléchit, mais on n'en a pas posé dans l'accord de Constance. Des questionnaires également d'activité physique. Beaucoup de questionnaires au cours des facteurs professionnels, là aussi c'est un de nos objectifs, donc Constance, c'est de travailler sur le risque professionnel, donc des questions sur les expositions aux agents chimiques, physiques, biologiques, des problèmes de contraintes posturales, de gestuelle et organisationnelles. Donc beaucoup de questions. Et des questions aussi sur l'environnement. Alors, pas beaucoup de questions sur l'environnement, mais ne serait-ce que les adresses. On a l'autorisation de garder les adresses et de les géocoder. Les géocoder, ça veut dire pouvoir précisément mettre sur une carte, sur un point sur une carte, l'adresse des volontaires, ce qui va nous permettre, par exemple, si vous voulez travailler sur les effets de vivre à côté d'une usine particulière, vous pouvez faire des calculs de distance. Vous pouvez vraiment situer les personnes par rapport à tout ce qui vous intéresse. Et puis regarder, faire ce qu'on appelle des analyses contextuelles, c'est-à-dire en fonction de la densité, de l'offre de soins, etc., etc. Donc des données très sensibles, on y reviendra. Des données de santé, beaucoup également, des antécédents personnels, familiaux, des échelles de santé, etc. Dans les centres, beaucoup de données de santé, de mesures de... Alors pour la biologie, régulation glycémique, bilan lipidique, bilan hépatique, créatinémie, NFS, examen urinaire, tout ce qui est autour de la commission, dont je vous ai évoqué tout à l'heure, et puis beaucoup de tout ce qui est des problèmes spécifiques à la santé des femmes. Enfin, les données de l'assurance maladie, pour avoir une idée de tout ce qui touche
date, début des fins d'hospitalisation, pour l'hospitalisation, les diagnostics principaux, diagnostics associés, les indicateurs de gravité, les ALD, etc., etc. On va mettre en place une biobanque. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà parlé des biobanques jusqu'à maintenant. Une biobanque, ça coûte très 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 cher. Si on veut mettre en place une biobanque dans Constance sur 200 000 personnes, et pour faire une biobanque avec un design, avec un nombre d'alicotes qui correspond un petit peu à ce qui se fait un peu partout dans les grandes cohortes qui se mettent en place actuellement, qui est sur cette partie de la colonne, on a calculé qu'il fallait combien de congélateurs? 70? Oui, il faut entre 70 et 80 congélateurs. C'est-à-dire qu'actuellement en France, il n'y a aucun centre de ressources biologiques qui pourrait nous accueillir. Donc, pour le moment, on va voir qu'on a lancé la cohorte Constance au début de l'année, mais on n'a pas encore fait notre choix sur la biobanque. On attend également les financements. Donc, une biobanque, et puis c'est très très compliqué, des biobanques. Il y a certains types de prélèvements qui nécessitent d'être faits dans des centres très spécialisés. Donc, on prévoit une biobanque un petit peu comme ça pour la majorité des personnes. Et sur projet, pour un sous-ensemble de personnes de Constance, on pourra les prélever dans des centres spécialisés pour leur faire des choses très, très spécifiques, comme des prélèvements soit des selles, soit des cheveux, des tubes pour faire de l'ARN, pour faire de la métabolomique, etc. Alors l'état d'avancement, nous avons eu toutes les autorisations. Donc on a commencé ce projet il y a plus de 10 ans. Si ça peut vous rassurer. Je ne sais pas si c'est rassurant. Enfin, donc en fait on a tout testé. Hein. On a tout testé, on a testé tous les questionnaires, on a travaillé dans tous les centres. Voilà. Donc en 10 ans, on a eu le temps de faire des choses. On a obtenu toutes les autorisations. Le CNIS, c'est la Commission nationale d'information statistique. C'est la commission qui s'intéresse à toute la statistique publique, qui offre un avis d'opportunité. Oui, c'est bien, on a besoin dans la statistique publique de faire une telle étude. Et puis qui nous donne aussi un label méthodologique, et notamment un label méthodologique concernant tout ce qui est le tirage au sort et les méthodes qu'on va mettre en place pour repondérer la cohorte. Je vous en dirai peut-être 2 mots. On a eu les autorisations de la CNIL, et là c'est passé en commission plénière, parce que c'est un projet particulièrement sensible. Vous l'avez vu, on a beaucoup de données. C'est compliqué pour les gens de comprendre tout ce qu'on va leur faire. Et donc, nous sommes passés en commission plénière et nous avons eu l'autorisation. Et puis, nous avons le label de qualité de l'INSERM. Nous avons fait des pilotes partiels dans tous les centres. Bon, partiels pour tout ce qui est faisabilité des procédures. Nous avons fait un pilote complet du tirage au sort jusqu'à l'appariement des bases de données nationales pour environ 3500 sujets. Et puis nous avons envoyé d'autres volontaires dans les 10 autres centres. Les centres sont quasiment prêts pour commencer. Enfin, ils sont prêts. La biobanque, on va attendre. Hein, on n'imagine pas mettre en place la biobanque avant 2013-2014. Alors, on n'a pas fait ce projet tout seul. Comme l'objectif principal du projet, c'était vraiment de faire une infrastructure qui soit ouverte à la communauté des chercheurs, et bien on est allé voir les chercheurs pour leur dire, ben voilà, si on mettait en place une cohorte de 200 000 personnes dans vos propres thématiques, qu'est-ce que vous auriez, quels sont vos objectifs, quels seraient vos objectifs scientifiques, quelles données est-ce qu'il faudrait qu'on recueille. Donc voilà, donc nous avons travaillé avec une cinquantaine d'équipes. Je pense que nous avons vu à peu près tous les gens dans notre domaine en épidémiologie qui pourraient être intéressés, et nous avons travaillé aussi beaucoup avec des chercheurs étrangers. Alors ça c'est la cohorte. Mais maintenant, il se pose des vrais problèmes. Je vous ai parlé, on veut un échantillon représentatif de la population française. Il faut savoir que la participation dans les centres d'examen de santé, c'est 10%. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir bien connaître les personnes? Pourquoi est-ce que les personnes qui ont été invitées ne sont pas venues? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des effets de sélection. Ce ne sont pas les personnes qui viennent dans les centres d'examen de santé pour participer à Constance ne ressemblent pas à ceux qui ne viennent pas. Le deuxième problème de la qualité de la base, c'est on travaille avec 17 centres d'examen de santé. Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter
pour éviter qu'il y ait de trop grandes différences entre les centres d'examen de santé. Il faudrait qu'une personne qui aille faire son examen de santé à Lille ou à Marseille, il ait exactement le même poids, la même taille, la même audition, la même capacité vitale, etc. Et ça, on sait bien que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous, on va mettre en place pour assurer aux chercheurs que les données sont valides? Et puis, il y a le problème aussi on va chercher des données de santé dans les grandes bases de données médico-administratives de l'assurance maladie, mais ces bases de données n'ont pas vocation de faire d'épidémiologie, elles ont une vocation de faire de la gestion. Est-ce que ce sont vraiment des bonnes données pour nous? Alors, l'échantillon. Les problèmes du volontariat. On sait qu'il existe des problèmes de sélection à l'inclusion. Ce n'est pas les mêmes gens, donc, comme je l'ai dit, qui viennent et qui ne viennent pas. Mais également, il existe des problèmes au moment quand on suit les personnes. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont rendre le questionnaire, qui vont aller dans les centres d'examen de santé, celles qui ne le feront pas. Ce qu'on appelle un problème d'attrition. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir mettre en place pour bien pouvoir évaluer ces effets de sélection, pour bien connaître qu'est-ce qui différencie les volontaires des non-volontaires? Alors, on a eu l'idée de créer une cohorte de non-répondants. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui ont été tirées au sort, qu'on a invitées et qui ne vont pas se présenter à l'examen, on va en tirer au sort 400 000, pour pouvoir les comparer à 200 000, et on va les suivre de façon strictement anonyme dans les mêmes bases de données. Dans les bases de données de l'assurance vieillesse et dans les bases de données de l'assurance maladie. Comme ça, on pourra comparer pour des données à la fois de santé et à la fois socio-professionnelles, en quoi les deux populations divergent. D'accord? Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle des pondérations. Est-ce que ça rendra la cohorte vraiment représentative? J'en sais rien, parce que quand on est 10% de... Mais en tous les cas, on se met dans l'optique de connaître au mieux les effets de sélection. C'est un très très gros travail. Mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On aura les données, si on inclut là maintenant, on aura les données rétrospectives sur 2 ans. Donc on pourra déjà voir ce qui est prédictif de la participation et on continuera de suivre les 2 cohortes pour pouvoir repondérer régulièrement la cohorte. Donc ça, c'est ce qu'on met en place, on va dire, pour l'inclusion et aussi pour le suivi. Et puis, on va essayer de tout mettre en place également pour maintenir une bonne participation. Alors, on met, ça c'est très, ça se fait un peu partout. On met en place un journal d'information. Tous les 6 mois, on leur enverra un journal d'information pour leur dire, voilà, vous êtes temps à participer, voilà qu'est-ce que la communauté scientifique s'apprête à faire sur vos données. On a mis en place ce qu'on appelle un passeport. Et sur ce passeport, il y a toutes les informations dans lesquelles pourront trouver les personnes, et notamment un numéro vert. Il y a un numéro vert. C'est des gens de l'équipe qui sont au bout du numéro vert pour pouvoir donner toutes les informations sur leur suivi, sur toutes les informations dont ils ont besoin. Là-dedans, il y a toutes les informations toutes les informations à propos de la confidentialité des données. Qu'est-ce qu'on a mis en place et sur leurs droits. Et ça, c'est important. Il faut que les volontaires sachent qu'à tout moment, ils ont le droit de retrait, sans du tout avoir à se justifier. Et puis on a mis en place aussi, on est en train de travailler, il n'est pas encore actif, un site web avec une page pour les participants. Donc ça, c'est la sélection. Alors maintenant, il y a le problème, donc, que je vous ai dit, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour avoir des données de bonne qualité dans les centres. Alors on a mis en place 2 choses autour du paraclinique, tout ce qui se passe dans le centre, et après ça, quand les données arrivent chez nous, pour tout ce qui concerne la cohérence des données. Alors, tout ce qui se passe dans le centre d'examen de santé, nous, ce qui est important, c'est d'assurer l'harmonisation des pratiques. D'accord? Pour avoir une homogénéité intercentre, entre 2 centres, il faut qu'on ait pour la même personne les mêmes résultats de l'examen de santé, mais également l'homogénéité intracentre. C'est-à-dire que pour un même individu ou pour un même centre, il n'y a pas de dérive dans le temps. Alors pour ça, on a écrit pour tout ce qui se passe dans le centre des protocoles opératoires standardisés
pour la vision, pour la spirométrie, et ça, on les a écrits avec les gens, les médecins des centres, et également avec des experts extérieurs, avec des médecins, des hospitalo-universitaires, des gens qui étaient autour de nous pour nous aider à mettre en place la cohorte. Nous avons tout revu. Comment ça se fait, quel matériel, quelle formation, quelle maintenance pour le matériel. Nous exigeons des fiches de vis pour tous les matériels sur lesquels vont être examinées les personnes de Constance. Et donc, nous pour ça, pour surveiller ça, on a mis en place un monitorage sur place. Et nous collaborons avec des attachés, il y a des attachés de recherche épidémiologique qui vont dans les centres voir comment ça se passe et aider les centres à appliquer au mieux la méthodologie Constance. Et puis, en ce qui concerne la biologie, nous avons les résultats des contrôles d'assurance qualité des associations qui s'occupent des contrôles, qui s'appellent Asqualab et Eurocell, pour qu'on ait également des données sur la qualité autour de la biologie. Asqualab, c'est l'association qui s'occupe de la qualité à la PHP. Par exemple, dans l'examen Constance pour l'examen des 45 ans et plus, ils ont un dynamomètre qui s'appelle un appareil de Jamar, où on mesure comme ça la force musculaire de la main. Voici pour un même, donc c'est nos neuropsychologues qui le font. Voilà, ça ce sont des données de mai à août c'est une même personne. Donc chaque point représente les valeurs pour un volontaire. Et lorsqu'on fait une droite de régression sur ces valeurs, on voit bien que, en moyenne, les valeurs ont baissé en fonction du temps. Alors soit la neuropsy voyait vraiment des gens qui étaient plus forts là et moins forts là, soit il y a un problème. Le problème, il peut être de deux types. Il peut être la neuropsy elle ne respecte pas les consignes. Mais il peut y avoir un autre souci, c'est que, on n'a pas, l'appareil se dérègle. Donc il faut, on aille chercher le problème. Alors ça, on l'a regardé dans le centre. Maintenant, cette dérive-là, cette dérive qu'on a vue, est-ce que dans tous les centres, on a observé la dérive? Vous avez ici la moyenne de la dérive avec son intervalle de confiance pour chaque centre, le centre numéro 1, le centre numéro 2, le centre numéro 3, 4, 5. Et puis là, on a décidé de limites acceptables. Oui, on peut accepter toujours une dérive, parce que parfois c'est comme ça, c'est la vie, dans la vraie vie réelle, il y a toujours des dérives, c'est jamais... Et donc on peut comparer comme ça les dérives en fonction des centres. Et ce qu'on voit, c'est que pour les centres 4, 5, 10 et 12, il y a une dérive et qui va également vers une diminution avec le temps des résultats. Et là, très sincèrement, c'est nous qui n'avons pas fait notre boulot parce que les machines étaient mal étalonnées quand on voit ça. Ce sont des machines très, très fragiles et qu'il faut étalonner régulièrement. Donc, ce qu'on a fait là pour ce simple examen, on va le faire pour tous. Le tout, c'est de définir des limites acceptables. Qu'est-ce qu'on accepte comme dérive en fonction du temps? Qu'est-ce qu'on accepte comme différence intercentre? On met en place des mesures correctives par l'information ou par de l'étalonnage régulier. Mais pour faire ça, ça nécessite la connaissance pour chaque examen du matériel et de sa maintenance, de l'opérateur pour qu'on puisse voir si c'est toujours le même opérateur et pouvoir le reformer. Et tout ça, ce n'est pas évident. Hein. C'est des centres d'examen de santé de prévention. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de faire de la recherche. On va leur demander de noter leur nom et le numéro de l'appareil à chaque fois qu'on va avoir un volontaire Constance. Et pour la pilote, on y est arrivé parce que pour 3327 volontaires, on a eu quasiment des informations pour tous, de l'opérateur et de la machine. Et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la spirométrie. Dans la spirométrie, ça va nous donner des données sur la capacité respiratoire des personnes. On fait souffler très très fort les personnes dans un embout et il y a beaucoup de dérives en fonction de la formation de la personne qui va faire souffler, 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 souffler et également de la machine qu'il faut étalonner tous les jours. Donc si on veut avoir des bonnes données, il faut absolument, absolument mettre tout en marche pour que les protocoles soient vraiment respectés et les machines correspondent à la qualité des machines voulues. Donc ça, c'est sur place. Et après, les données, elles nous arrivent. Et là aussi, il faut qu'on fasse un travail statistique pour valider nos données. Il faut que le format des données
soit conforme aux recommandations internationales, il faut que la cohérence interne de la donnée, des plages d'accessibilité, etc., etc. Il faut que tout ça soit cohérent. Et puis, nous, quand on a une incohérence sur des données qui nous viennent des centres, on y retourne. On y retourne pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir si la donnée, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait donc suivre les personnes dans les grandes bases d'assurance maladie. Et dans les grandes bases d'assurance maladie, nous allons avoir des informations médicalisées. Nous allons savoir si la personne a été prise en charge pour une affection longue durée, si elle a été hospitalisée avec un diagnostic, d'accord, qui est lié à l'épisode d'hospitalisation. Il y a un problème, comme je vous l'ai dit, que ce soit une ALD ou que ce soit une hospitalisation, ces données n'ont pas été codées, n'ont pas été recueillies pour faire de l'épidémiologie. Lorsque les personnes reçoivent une demande dans ALD, l'ALD doit être prise rapidement. Les médecins conseils regardent le dossier et si c'est fait, il faut que ça soit donné rapidement. Si une personne a un cancer, il doit être traité, il doit avoir sa chimio, il faut que oui ou non, rapidement, le médecin conseil dise oui ou non, on prend un ALD. Il ne va pas aller chercher si c'est un cancer du poumon, si c'est une métastase ou c'est le cancer primitif. Or, nous, ce qu'on veut, c'est savoir on veut avoir la notion du cancer primitif et on veut avoir la date d'incidence. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de repérer à partir d'une pathologie, à partir de toutes les données qu'on va recevoir sur la personne, auto-questionnaire, examen médical, données de l'assurance maladie. Et quand on va avoir une suspicion de pathologie, alors nous, on va travailler essentiellement sur cancer, maladie cardiovasculaire et démence. Dès qu'on a une suspicion d'un tel diagnostic, on va systématiquement retourner au dossier médical. Si on a une suspicion de cancer, nous, ce qu'on veut, c'est la fiche ANAPAT qui nous dit c'est tel cancer et avec telle date de diagnostic. Et la même chose pour les cardiopathies et pour les problèmes de démence. Et tout ça, donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail humain. C'est pour ça, notamment, que les cohortes, c'est très, très cher. Alors, on ne travaille pas tout seul. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a vu tout ce qui était qualité. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour assurer les développements scientifiques et technologiques? Nous sommes une équipe nous devons, donc je vous rappelle, ça doit être ouvert à la communauté des chercheurs. Il faut pouvoir fournir aux chercheurs toutes les données de qualité pour qu'ils puissent travailler. On ne sait pas tout, il nous faut absolument mettre en place une veille scientifique. Donc nous avons un comité scientifique interne de 6 chercheurs qui vont travailler avec nous pour assurer le suivi de la cohorte. Mais on a également un conseil scientifique qui se réunit régulièrement. C'est un conseil scientifique international. Le président du conseil scientifique est quelqu'un qui est de Montréal et qui nous a déjà évalué, qui nous a déjà aidé qui nous a déjà vu sur la cohorte. Mais on travaille aussi avec des réseaux de recherche en collaboration avec d'autres cohortes. Et puis il y a tout cet aspect d'accès à la base de données nationale qui est assez original et pour lesquels donc nous-mêmes dans l'équipe avons développé des choses assez originales. Alors nos réseaux de recherche, on a mis en place en France donc la cohorte Constance en collaboration notamment avec l'Institut de veille sanitaire qui de son côté met en place une cohorte complémentaire à Constance. Constance, c'est régime général. Il y a 2 grands régimes qui ne sont pas couverts par Constance, qui sont la MSA et le régime social des indépendants. Et de son côté, l'Institut de veille sanitaire va donc mettre en place des cohortes sur les deux régimes, mais là uniquement pour travailler sur les risques professionnels. C'est le département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire qui met en place cette cohorte. Et donc dans leur mission de surveillance, eux, ils vont analyser leurs données MSA et RSI et nous, on va leur donner toutes nos données sur les risques professionnels pour qu'ils puissent faire leurs analyses. Nous travaillons aussi avec l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, qui est un observatoire qui travaille sur tout ce climat, tout ça, pour qu'on puisse travailler sur des données d'environnement. Je dis qu'on avait des données de géocodées, on a des données sur les adresses des volontaires et eux vont nous fournir en retour toutes des données sur la qualité des eaux, sur la qualité de l'air, sur la pollution, etc. En Europe, on a tout un réseau, on travaille beaucoup avec des réseaux européens d'équipes qui ont eux-mêmes leurs propres cohortes, mais on travaille principalement avec des Allemands qui mettent en place aussi, de leur côté,
une cohorte, qui est la cohorte nationale allemande, qui est une cohorte qui ressemble vraiment beaucoup à Constance, pour travailler sur les mêmes objectifs, avec le même design. Et notre idée, c'est d'harmoniser au maximum les procédures pour que dans quelques temps, sur certains projets de recherche, on ne propose pas aux chercheurs de travailler sur 200 000, mais sur 400 000 personnes. Et à ce moment-là, on aura vraiment un outil très très puissant. Mais que ce soit avec les Allemands ou avec d'autres grandes cohortes qui se mettent en place, on travaille beaucoup à l'harmonisation des procédures pour ça, pour pouvoir un jour pooler nos données. Je vais passer un petit peu là-dessus. Je vais vous dire 2 mots sur l'ouverture. Donc l'ouverture de la cohorte, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut bien la gérer. Donc nous avons écrit une charte qui précise les règles d'ouverture. Il y aura un appel à projet public qui sera avec tous les projets, donc tous les chercheurs qui voudront avoir les données de Constance déposeront un projet de recherche qui sera évalué par un comité scientifique. On aura accès, si nécessaire, à un comité d'éthique de l'INSERM et on assurera une période d'exclusivité pour tous les experts, pour toutes les personnes qui ont travaillé avec nous à la mise en place de ce projet. Et nous, donc, l'équipe, on travaille à l'optimisation de l'utilisation de l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on a mis en place une énorme base de données. Donc il faut qu'on aide les chercheurs qui veulent mettre en place, qui veulent travailler sur notre base, il faut qu'on les aide à écrire et à déposer des projets de recherche. Donc on assure une documentation, on essaye de faciliter l'accès aux données, qu'elles soient des données agrégées ou des données individuelles. Alors la recherche dans Constance, on a déjà eu une quarantaine de déclarations d'intention de 33 équipes françaises et 11 étrangères sur des thèmes très variés, des pathologies spécifiques, des états de santé, des comportements de santé, sur des facteurs de risque, sur les inégalités sociales de santé. Ici j'ai mis on n'a pas beaucoup de projets en psychiatrie, parce que, bon, comme on a vu, l'épidémiologie en psychiatrie n'est pas très très développée. On a des projets sur les facteurs psychologiques et les santé cardiovasculaires. On a un projet sur les inégalités sociales vis-à-vis de la santé mentale et sa prise en charge médicale, qui est mené par un chercheur, mais qui est épidémiologiste, qui n'est pas psychiatre. Alors, je vais peut-être passer là-dessus. Sur les financements, acquis, on a beaucoup de financement de la Caisse nationale d'assurance maladie qui nous laisse l'accès au centre, qui nous laisse accès aux données des bases de données. On a eu des financements aussi de la Direction générale de la santé. On attend ce soir les résultats des grands emprunts. Normalement, on devrait être financé, mais on ne sait pas à combien. Et puis, on fait partie aussi d'une demande à l'Europe sur la coordination des très grandes cohortes européennes. Donc le calendrier, on est là, donc la préparation on a mis 2009, mais c'était bien avant. On a envoyé les premières invitations le 5 janvier, donc on est là. Donc après ça, il faudra mettre en place la biobanque et puis commencer le suivi alors qu'on continue l'inclusion. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Et puis j'ai mes premières publications en fin 2012. On est optimiste. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, merci.